Vous vérifiez bien ce compte bonne vue que c'est bien bleu ce petit truc, sinon ça veut dire que ça fonctionne pas. Et par sécurité, j'enregistre aussi avec un enregistreur. Voilà pourquoi il y a ce bazar. Alors les vrais pros, ils ont 2 points de vue. J'ai prévu, hein, mais je vais pas le faire, hein, parce que là, je m'en sors pas. Hein. Donc là, record, donc home. Je vais peut-être le bloquer, ce sera mieux. Voilà. Est-ce qu'il est lourd? Allez, home. Normalement, vous n'avez pas besoin pour l'instant de l'ordinateur. Hein, je vous le dis tout de suite. Pour les gens qui voudraient s'en servir. Donc là, c'est une capture de son au cas où ça s'éteigne. Je vérifie que c'est pas éteint. Et si c'est pas éteint, ça marche bien. J'ai enregistré des fois déjà des concerts qui duraient plus d'1 heure. Écoutez, ça a l'air de bien marcher. Il faudra peut-être recadrer, parce que c'est un petit peu de biais. Parfait. Déjà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le thème des fichiers de données. Qu'est-ce que c'est qu'un fichier de données? Et pour ça, il n'y a rien de mieux que d'en ouvrir un. Okay? Vous n'avez pas besoin, vous le regardez à l'écran. Okay? Vous n'avez pas besoin de l'avoir, parce que si vous l'avez à l'écran, vous ne regardez pas ce que j'ai fait. Donc vous n'avez pas de site web, vous n'avez rien, vous n'avez aucun fichier. Tout se passe là. Attention, on va faire aujourd'hui ce travail d'investigation. C'est vraiment de l'investigation. C'est go pas go après hein, sur le fichier. C'est-à-dire que vous avez une décision à prendre. Et puis, une sorte de profiler des données. Comme les 3 personnes qui sont là sont pas là, vous pouvez occuper leur place. Tant pis. Qui va à la chasse perd sa place. Donc, vous avez le droit de vous installer là. Il n'y a pas à mobiliser comme ça des places n'en étant pas là. Et donc, après, ce qu'on va faire, c'est un jeu. Attention, mes jeux, ils montent en gamme. OK ? Et si tout se passe bien, on présente le premier défi. Attention, on peut en dire des choses sur le défi. Et qu'est-ce que ça a comme valeur, ça, de vous initier progressivement à formaliser les choses pour votre projet et avoir des idées, et voir comment ça fonctionne, et qu'est-ce qu'on en attend. Je ne peux pas vous expliquer en une séance comment ça va se passer, votre projet, parce que on va utiliser plein d'outils, dont l'intelligence artificielle générative. Mais j'aimerais bien que ça soit limité au strict minimum. Donc à partir de maintenant, les gens qui m'écoutent, qui ont bien compris la chose, ils sont sauvés. Les autres, je ne peux rien pour eux. Et comme je vous connais pas, je suis un petit peu rentre dedans le premier jour. Mais moi j'ai plein de collègues qui se disent « Ah non, ils n'utilisent jamais l'intelligence artificielle générative. Non, c'est bon, tout va bien. » Qui n'utilise jamais l'IA générative? Ça existe, hein, une personne. Moi, j'utilise très peu. Bon, vous voyez, donc c'est QFD, hein, une personne sur une classe d'une 40aine. Voilà, alors, regardez bien, on va faire ça, et vous allez avoir droit à la prochaine fois à quelque chose qui va encore monter en gamme. Attention, ça monte vraiment en gamme, ça a l'air comme ça facile, mais parce que j'ai très peu de temps pour vous faire passer le message. Après, je ne vous vois plus. Et plus aucune formation voudra vous faire des sciences des données. La science des données, c'est terminé. Vous êtes des biologistes, vous êtes catalogués. Sauf si vous choisissez un autre chemin. Alors voilà le petit fichier, parce qu'il faut bien commencer sur un petit fichier qui va m'animer. Il s'appelle arbre sample1.csv. CSV, c'est un format texte. La preuve, ouvrir avec, bloc-notes, et j'ai ça. Alors, je le mets en plein écran, vous inquiétez pas, hein, et je vais agrandir. Donc, vous avez un certain nombre de lignes, d'accord, avec une préparation particulière. Vous avez une première ligne qui va contenir une certaine information, et puis des points-virgules qui vont séparer ces informations. On appelle ça des séparateurs de champs. Chaque ligne est un enregistrement. Donc voilà, on sait déjà qu'il va y avoir... Je vais mettre au tableau tous les mots-clés, et s'il y a des schémas à faire, je vais les faire, et les figures aussi. D'accord? Donc,
On parle ici de fichier CSV. On a déjà vu ce que c'est. C'est tout bêtement un fichier texte préparé pour être lisible en ligne en colonne. La preuve, c'est que je vais pouvoir l'ouvrir par Excel. D'accord? Il faut que je regarde la caméra, c'est ça? Fichier CSV. Alors normalement, le fichier CSV, c'est un fichier qui a des séparateurs virgules dans le monde anglo-saxon. Oui. Pardon? Ça filme encore, mais l'écran s'éteint. Merci par contre de me l'avoir dit, c'est gentil. Dès lors, eh bien, ce fichier CSV, s'il a été créé, c'est parce qu'il est ultra léger, c'est du texte. Toutes les informations sont ultra légères. Et il est portable. Alors donc, light, léger, portable, ça veut dire donc que tous les logiciels vont pouvoir le lire. Tous. Tout logiciel qui traite des données ou qui a besoin de données, c'est lire un fichier texte sous la forme CSV. C'est donc un fichier texte et dedans, il y a de l'ASCII. C'est le format du texte. On va voir tout ça au fur et à mesure. Hein. Et ce fichier CSV, pour mieux le voir, je vous propose de l'ouvrir avec Excel. Pour ça, c'est très simple. Je quitte l'édition texte et je double-clique dessus. Et Excel va l'ouvrir automatiquement. Il est reconnu automatiquement par Excel. Bien. Alors donc là, même chose, je zoome et on peut voir plus facilement l'organisation en ligne et en colonne. D'accord? Bien. Alors, vous avez l'habitude de faire ça en général. C'est-à-dire quand vous avez des lignes et des colonnes pour mieux le voir, vous pouvez aller chercher l'entourage et vous faites toutes les bordures. Comme ça, on voit un peu mieux, quoi, si vous voulez. Bien. Donc, il y aurait combien de lignes? « 53. Alors, regardons bien. Parce que ça, je vais l'entourer aussi. Je vais l'entourer. Regardons bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le numéro de la ligne correspond à un près, visiblement, avec le numéro de ligne de Excel. Et vous avez ici, effectivement, à peu près 53 données. Sauf que si on regarde, vous voyez, il manque une donnée entre 34 et 36. Autrement dit, il ne faut pas se fier à ce que l'on croit voir. Première règle. D'accord? Donc, il faut toujours avoir un regard, regarder ce qu'il y a dans la boîte. D'accord? Donc, faire un tour sur les fichiers de données avant de les utiliser. Bon, alors on va, c'est fait exprès, hein, c'est de la devinette, on va essayer de deviner quel est le rôle de ce fichier. D'accord? On va essayer de deviner. Et comment il est composé. Ça s'appelle aussi un jeu de données. Ça s'appelle également aussi en anglais un dataset. On peut appeler ça aussi un fichier de données. De quoi il est composé ce fichier, à part les lignes et les colonnes que j'évoquais? Combien il y a de colonnes déjà? 7. 7 colonnes. Est-ce que vous pensez que toutes les colonnes ont le même poids, la même valeur, le même intérêt? Non. Effectivement, déjà on remarque ça. Il y a une histoire forcément d'intérêt sur chacune des colonnes. Alors, ça circule. Bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la première ligne? C'est une ligne d'identification. C'est une ligne qui permet d'identifier le contenu des colonnes. D'accord? Bien. Donc,
cette ligne contient toutes les étiquettes des colonnes. Je vais la mettre en gras, mais attention, je suis dans Excel, il n'y a pas de gras dans le fichier texte, le fichier de données, ok? Et je pourrais mettre des couleurs aussi. Bon, très bien. Que représente chacune des lignes et que représente chacune des colonnes? On commence par les lignes. Un jeu de données est toujours organisé en lignes-colonnes. C'est plus facile. On ne va pas travailler sur des jeux en 3 dimensions avec des plans qui se succèdent. Donc en général, on va voir que ce fichier est extrait d'une base de données. C'est pas pour rien que je commence comme ça. C'est la résultante d'une extraction de données, donc la résultante de l'exécution d'une requête. Donc ce fichier provient sûrement d'une base de données. À coup sûr, d'une base de données. Cette base de données, d'ailleurs, on va apprendre à la réaliser. On va quitter le monde Excel, nous. On va apprendre à la créer. Ça sera un très bonne formation et une très bonne approche pour avoir de l'aisance dans le traitement des données. Qui sait déjà organiser les données a une longueur d'avance sur ça. Alors, que représente chacune des lignes? Une observation, c'est possible, hein. Donc on va mettre les mots clés. Une observation. C'est pas le mot que je cherche, hein. Mais est-ce qu'il faut le laisser au singulier, ce mot observation? Est-ce qu'il faut le mettre au pluriel? Je cherche un feutre bleu. Bien sûr. Donc j'entends le mot observation. Donc ça, c'est pour l'idée de qu'est-ce qu'une ligne. C'est pas ce que je recherche. Parce qu'en fait, on pourrait dire que ça, c'est une observation. Ça, c'en est une autre. Ça, c'en est une autre. Alors, ne brûlons pas les étapes, je vais parler de cases après, hein, d'accord? Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, les lignes représentent un individu. Merci. Vous le savez quand même, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Vous voyez qu'il y a des choses à apprendre à droite à gauche, hein. Ça va aller très vite, hein. On va avoir une masse d'informations. Donc, une ligne, c'est plutôt, de façon générale, un individu. Il y a des observations, d'accord? Bien. Que représentent les colonnes? Donc, ligne au pluriel, individu au pluriel. Alors, on appelle ça aussi des enregistrements. Chaque ligne est un enregistrement. Le statut de la première ligne est particulier. Enregistrement. Et tous les logiciels que vous allez utiliser, et on va apprendre à utiliser R en menu déroulant, sans ligne de commande, aucune programmation, vous allez voir qu'il va vous demander s'il faut considérer la première ligne comme une ligne de header, une ligne d'en-tête qui contient en-tête. Première ligne. En tête, qui contient le nom des colonnes. Sous-jacent, le nom de quoi? Donc chaque colonne va représenter quoi potentiellement? Un paramètre ou un caractère? Pas un paramètre, pas un caractère. Une variable. Donc, on continue les points flash, 0,5. C'est très important. Et je ne sais plus qui m'a répondu aussi. Alors, vous pouvez noter vos points sur une feuille volante que je vais donner, qui est sur la base d'une liste d'étudiants.
Et vous pouvez aussi me mettre, parce que je me suis sûrement mal organisé, une petite signature de présence, puisque je vous ai dit que la présence en cours vous permettait d'avoir des points, puisque vous travaillez avec moi. Okay, donc vous avez une phase d'apprentissage. Donc, variable. Chaque colonne est une variable potentielle. D'accord? Plus ou moins d'importance. Qu'est-ce que vous pourriez penser de la première colonne? On devine, hein? Donc, ceux qui ont des points flash mettront les points flash sur cette feuille. D'accord? Et on donne ça ensuite à l'ambassadeur ou l'ambassadrice. Mais l'ambassadrice n'est pas là aujourd'hui. Elle est en compétition. J'espère qu'elle va gagner. Donc la première colonne, ça vous inspire quoi? Non, la première colonne, c'est celle-ci. Un numéro. C'est le nème individu. Le nème individu. L'identificateur de l'individu. C'est quoi un individu ici? Visiblement, c'est un arbre, d'accord? OK? Donc là, vous êtes sur des individus arbres dont on a effectivement, sur lesquels on a effectivement fait quelques observations, quelques mesures, ou les deux? Les deux. On peut donner une idée de mesure? La hauteur, on peut donner... La circonférence, on peut donner une idée d'observation en devinant. Hein. L'état. Ah, donc là, on est obligé de préciser un petit peu de quoi il s'agit. Là. Ça va pas... Il va y avoir un petit problème aussi. Donc là, il y a une colonne qui s'appelle arbre et il y a une colonne qui s'appelle ID. Comment on aurait pu appeler la colonne arbre? L'espèce ou l'essence, d'accord? Alors, on va corriger cette maladresse, puisque c'est plutôt ici ID arbre qu'il faudrait l'appeler. Et ici, on va l'appeler essence ou espèce. Voilà. Donc, on commence à deviner de quoi il s'agit. Hein. Il s'agit, si on lit la chose, c'est fait exprès le côté devinette pour que vous ayez au bout des choses. Hein. On dirait qu'il s'agirait d'individus arbres qui sont répartis en parcelles, on dirait, hein, et pour lesquels on a fait des mesures de hauteur et de circonférence, et sur lesquels on a relevé un état de santé, j'imagine, hein, parce que sinon je vois pas à quoi. Et puis il y aurait une valeur. Ça vous évoque quoi, valeur? Le prix où on va être... Là, je suis obligé de vous éclairer parce qu'effectivement, là, l'état de santé et la hauteur de l'arbre et la circonférence vont peut-être guider la valeur d'exploitabilité de l'arbre. C'est-à-dire, on va avoir un petit code qui va nous dire si l'arbre est plus ou moins exploitable pour faire des meubles, des allumettes, du bois de chauffage, du haut de gamme, des charpentes. Hein? Vous avez bien vu qu'avec la reconstruction de ce qu'on appelle la forêt de Notre-Dame, on est allé chercher des arbres dans des forêts assez profondes et on a recherché des bois de charpente. D'accord? Donc, ces arbres sont observés, on fait des mesures et on a quelques paramètres qui se détachent à l'issue de ces observations. Est-ce que vous pourriez me dire si ID arbre est une variable? Non. Donc vous voyez que les colonnes ne sont pas toutes des variables. Donc la première ligne, c'est un en-tête et la première colonne contient juste le nom des individus. Première colonne. Ce n'est pas une variable, mais c'est une colonne d'identification. Alors, on aurait pu appeler les arbres identification.
comme on peut appeler nos animaux de compagnie, hein, Charles, Arthur, Pépère, ma mère, tout ce que vous voulez. Hein. Simplement, on ne s'en sortirait pas vu le nombre d'arbres qu'il y a, et donc il faut bien faire un code. Il faut bien associer un code à l'individu arbre. Pourquoi? Ben, vous voyez déjà qu'il y a plusieurs boulots. Okay, donc on ne peut pas l'appeler boulot. Donc on va lui donner un identificateur. Cet identificateur est de quel type? Numérique. Ce n'est pas une variable, donc ça sera juste quelque chose qui sera à titre informatif. Ok? Donc, reportons-nous maintenant sur le contenu du fichier. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que le data scientist ou la data scientist doit regarder en premier? Donc on a dit qu'il y avait une cinquantaine d'individus. Je crois qu'on avait compté 51 puisqu'il manquait quelqu'un. 53 moins la ligne d'en-tête, ça fait 52, moins un absent, ça fait 51. Donc ici, il y a 51 individus. C'est tout de suite la chose qu'on remarque. Ce fichier est grand ou petit? Petit. Donc déjà, est-ce que ça va constituer une limite dans l'analyse des données? Non. Qui est pour oui, qui est pour non? Que je vois un petit peu. Bon, ben, on va répondre à la question de savoir est-ce qu'il s'agit d'une population ou d'un échantillon? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un échantillon? Ou plutôt, raisonnons comment? Quelle pourrait être la population? On peut imaginer que c'est la population d'une forêt et qu'on voit que 51 individus, alors qu'une forêt, c'est pas limité à ce qu'on voit là-bas. D'accord? Donc du coup, raisonnons par l'absurde, c'est plutôt un échantillon. On est d'accord? Donc voilà, ce fichier, comme tous les jeux de données, est un échantillon de données. Que représente chaque case ou chaque cellule? Puisque là, on a un Excel, ça s'appelle cellule, mais on va appeler ça une case, hein, ça marche aussi. Donc on est dans un tableur, c'est sous forme de tableau. Que représente... Qu'est-ce que c'est que chacune des cases? Une donnée. Une donnée! 0,5. J'aime bien les trucs comme ça. C'est un gros risque de voir que c'est une donnée. C'est ça la data. Voilà, les data. La data. Chaque case est une donnée, tout bêtement. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Il y a des données qui seront des données indicatives, comme le nom de l'individu ou sa référence, et il y a des données qui vont avoir un peu plus de valeur. Quel est le but de ce fichier? Pourquoi on l'a extrait d'une base de données? On parlait de données entre elles, faire des statistiques. Faire des statistiques, on est d'accord, au minimum. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre que des statistiques si on avait peut-être un peu plus de valeur? Analyse statistique, c'est déjà bien. Je cherche une autre famille qu'on fait en sciences des données. Nous, on est toujours dans la stat, là. Autre chose que le monde de la statistique. Vous êtes en data science. On va faire des stats, c'est énorme. On va faire des bases de données, on va faire de la communication, on va faire de la réflexion, on va gérer un projet. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire. Mais il faut dépasser le cadre. Oui, j'écoute. C'est encore... Analyser les données et en tirer des informations. Oui, mais précise. C'est trop vague. J'en ai parlé pourtant. On peut faire de l'apprentissage automatique ou automatisé, du machine learning. Alors, on va voir la différence entre les deux, mais on ne va pas s'éloigner, du problème, sinon ça dérive trop loin. Hein. Mais ce fichier, il a pour but soit de faire de l'analyse statistique, soit de faire
du machine learning. Alors excusez-moi, je mets les deux lettres ML pour machine learning, pour aller plus vite. En gros, si vous voulez, analyse statistique, on veut comprendre, on fait un modèle, d'accord? Machine learning, on se fout de comprendre, on fait des prédictions. Ça marche? On développera ça un peu plus, avec des exemples. On peut faire le machine learning et l'analyse statistique avec le même logiciel ou avec le même progiciel. On peut travailler avec R dans les deux cas, ou on peut travailler avec R et Python dans l'autre, ou on peut travailler avec Python dans les deux cas. C'est pas un problème. Et d'autres logiciels. C'est pas une histoire de logiciel. C'est pourquoi quand je vois, moi si j'étais recruteur et que je vois, je sais programmer en Python, ça fait pas de toi un data scientist ou une data scientist. C'est peut-être un bidouilleur, mais à notre époque, on s'en fout de ta programmation Python, parce qu'en 3 secondes, je vais demander ça à l'IA générative, et je vais vous apprendre à faire ça, et à regarder comment vous allez préparer votre fichier pour qu'il serve à votre résultat. Et c'est ça le plus important. Le résultat que vous devez être capable d'analyser, pas vos capacités en informatique, c'est un autre métier, où vous avez choisi une mauvaise voie. On en a besoin de l'informatique, mais dans la case algorithmique. Et on verra la différence entre un algorithme, qui est fait pour résoudre un problème, et un programme qui ne fait que traduire l'algorithme sous-jacent, construit, et qui aurait pu être écrit dans n'importe quel langage, même avec des langages de grand-papa, et qui soit aussi performant que les langages qu'on pense être jeunes, parce que Python, il commence à avoir de l'âge. Hein, Linux, ça commence à avoir de l'âge. Hein. Les années 90, vous n'étiez pas né. Python, pareil. Et en plus, c'est pas une couche profonde, on verra ce que ça veut dire, hein, c'est une couche de surface, donc ça veut dire que c'est pas rapide. Ça prend beaucoup de temps machine pour pas grand-chose, ça a besoin de plein d'interfaces. Alors qu'il y a beaucoup plus rapide, c'est par exemple tout ce qui est les couches profondes, comme C, ou même assembleur. Mais ça demande des compétences en informatique après, que vous n'avez pas. Et c'est pourquoi, rappelez-vous ce que je vous ai dit, data scientist, c'est un mouton à 5 pattes, ou une moutonne à 5 pattes. Je risque. C'est-à-dire que ça n'existe pas franchement. Moi, j'ai essayé d'avoir cette compétence. Il me manque quelques skills quand même pour être vraiment data scientist, mais je peux les assumer facilement. Ça veut dire qu'il faut être bon en informatique, en base de données, en statistique, en mathématiques, en machine learning, en communication, en modélisation, en graphisme. C'est plutôt un travail d'équipe, vous voyez. C'est pourquoi je vous ai dit que si vous avez un informaticien à côté de vous, dans votre équipe, c'est du temps gagné. Il ne pourra pas vous inventer la chose. Hein. Fil à couper le beurre, il va vous le inventer, mais il ne pourra pas vous formaliser le problème. Par contre, il pourra vous faire le meilleur programme qui réponde à vos propres objectifs. Voilà pourquoi je cherche à ce que vous soyez plutôt chef de projet, plutôt que technicien. On est d'accord ? Et un technicien gagnera moins sa vie qu'un chef de projet, de toute façon. Très bien. Donc, on verra ça. Hein. Donc, finalement, ces données doivent être pertinentes. Ces données doivent être les plus complètes qui soient. Qu'est-ce que regarde là ou le data scientist ensuite? Regardez, je balaye. Vous avez l'œil rapide. Et je m'occupe des cases, vous voyez, sans m'intéresser à ce qu'elles représentent. Qu'est-ce qui vous frappe? Allez. Des données manquantes, 0,5 points. Les données manquantes, c'est le vrai terme. Données manquantes. C'est un gros problème en statistique. Certains experts, on va dire, ont développé des techniques, c'est des bouquins entiers pour remplacer les données manquantes, avec des tas de méthodes qui partent de remplacer les données par une donnée au hasard, jusqu'à remplacer les données en regardant ce qui se passe chez les plus proches voisins, ceux qui ressemblent le plus. Donc il y a des méthodes, c'est compliqué, il faut avoir mangé beaucoup de stats pour pouvoir faire ça, mais chacune de ces méthodes a son intérêt, c'est de ne pas perdre l'individu, en remplaçant une donnée manquante par quelque chose le plus pertinent possible, ou en s'intéressant à faire en sorte que l'individu soit au moins analysé sans être perdu sur les données non manquantes. Dans ce cas-ci, on pourrait peut-être omettre l'étude de la circonférence. On pourrait peut-être omettre l'étude de la circonférence, c'est vrai, je ne peux pas te contredire. On verra pourquoi. Bien, maintenant on va parler stats.
décrivez-moi chacune des colonnes, chacune des variables. Type, loi qu'elles peuvent suivre, représentation graphique. ID, on le laisse tomber. Ça ne va pas être quelque chose qui va nous permettre de faire de la stat ou du machine learning. Si, c'est un peu complexe, on pourra les visualiser. Mais ça ne rentrera pas dans les problèmes d'inférence. Essence. C'est une variable qualitative. Oui, c'est une variable qualitative. Je te donnerai les points après, je vais t'expliquer. Qualitative comment? Alors, ça sera que pour nous le film, hein. Je ne le mettrai pas sur une chaîne YouTube diffusée, ce sera une autre chaîne YouTube, donc je me permets de vous poser une question. Je n'aurai pas le temps de faire le montage, hein. Ça sera brut de décoffrage, d'accord? Vous avez le scroll bar, hein, vous allez où vous voulez. C'est le but du jeu. Dites-moi, qui a fait des stats dans cette classe? Levez la main très haut parce que je ne vois pas avec... Ah oui, plus que je pensais. Très bien, une bonne majorité. Qui aurait fait peut-être un peu de maths depuis la fac, hein, depuis la fac. D'accord. Soyez honnête, pour qui il est resté quelque chose? Grosso modo, un tiers, même pas. Soyez honnête, est-ce que ça s'est plutôt mal passé? Levez le doigt. Ah, ok. 15%. Pour qui ça s'est bien passé? Donc, une petite moitié. C'est bien. Donc, il y a un flou artistique sur le reste. Donc, vous voyez, c'est pas la première fois que vous entendez parler de ces concepts. Je vous remets dans le bain, d'accord? Et c'est pas, je cherche pas à faire de vous des imbéciles ou des gens qui ont tout perdu. Je sais très bien la difficulté qu'il y a de passer d'un enseignement qui, depuis 50 ans ou 100 ans en France, vous fait faire des exercices type, et on passe à une autre loi, on fait d'autres exercices, et puis il n'y a pas de synthèse. Donc vous savez faire sur le coup vos petits tests T, vos petits qui 2, puis après c'est un monde, c'est des limbes, hein. Je vais vous poser quelques questions, là, etc. Voilà. Donc essence, c'est une variable qualitative. Est-ce que vous avez mieux que qualitative? Est-ce qu'il y a mieux? Nominal, donc 0,25 et 0,25, vous partagez le demi-point. Vous mettez sur un pense-bête et après, à la fin du cours, vous mettez ça sur le listing. Comme ça, je vais donner l'ambassadeur, il est où? Je ne me souviens plus. Voilà. Ah, il y en a deux? Je croyais qu'il y en avait 3 avec... Ah non, Clémentine est corrige. Elle est... Ah, génial. Donc, vous viendrez me voir 5 minutes, 2 minutes après le cours. J'ai quelque chose à vous dire. Donc, du coup... les ambassadeurs, vous surveillez bien quand je fais des médias, tout fonctionne aussi. Ça, c'est sympa. Hein. Du coup, y compris ce petit machin qui est bien bleu, mais j'ai la capture sonore au pire. Du coup, vous voyez, on va pouvoir définir des catégories d'informations bien précises. Est-ce que j'ai été assez malin pour sauvegarder ça dans autre chose que mon PC? Parce que j'aurais bien voulu vous faire une fiche de synthèse. Donc ça m'a rallumé le PC, ça m'embête. Qu'est-ce que donc qualitative nominale? On ne peut que qualifier. On ne peut pas aller au-delà du mot je qualifie. Donc je qualifie le sapin, le boulot. Je ne peux pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Je ne peux pas dire que c'est une valeur qui va être portée par des chiffres. C'est porté par des chaînes de caractères. Ou des caractères. Trouvez-moi une variable nominale, donc qualitative, c'est les nominales, dans cette classe évidente. Les prénoms. Un truc qui soit plus dans le ton des études statistiques, parce que les prénoms, homme-femme, donc ça, c'est le piège absolu. On me donne ce qu'on appelle les... Qu'est-ce que c'est le contenu, là, homme-femme? Ça s'appelle comment? De la variable qui est le sexe. Les modalités, 0,25. 0,25. 0,25.
voyez comment on progresse? Mais je ne peux pas retenir tout ça. Donc, est-ce qu'il y a des timides qui veulent répondre à la prochaine question? Comme ça, je les ménage. Les timides, vous m'aviez levé la main. Parce que sinon, on interroge toujours les mêmes. Il n'y a pas de timide ici, c'est bien. C'est bien. Donc, la prochaine question, vous en doutez, c'est parcelle. Regardez bien. C'est aussi qualitatif nominal. Aussi qualitative nominale. Donc là, il n'y a pas de progression dans les connaissances. On y va. Maintenant, essence n'est faite que de caractères, d'accord? C'est une chaîne de caractères. Ici aussi, c'est une chaîne de caractères, même s'il y a des chiffres qui qualifient. P comme parcelle et 204 son numéro. P comme parcelle 287, P comme parcelle 0,95. Ça fait très base de données, vous voyez, on met des cases pour chaque identification de la parcelle. ID, c'est numérique. Ceci, ça va s'appeler alphanumérique. Parce qu'il y a à la fois des lettres et du numérique. Là, ça va un peu partout. Donc là, on a variable, qualitative, et on a déjà du nominal. Et on a hauteur et circonférence. On a parlé des données manquantes. Je mets tout sur le tableau. Données manquantes. Oui. Je voudrais faire parler les gens un peu plus... Allez, on va... Oui. Du coup, ce sont deux variables quantitatives. Et alors, concernant la loi, ça peut varier. Non. Quantitative, ça ne suffit pas. Donc, quantitative, je vais l'écrire au tableau. Malheureusement, ça ne suffit pas. Ça ne me renseigne pas. Je ne vais pas aller loin avec quantitative. C'est bien, c'est bien. Non, on s'en fout de la loi. Pour l'instant. Donc, les variables quantitatives, et celle-ci, elle serait quoi en quantitative? Continue. Pourquoi continue? C'est sur R. Sous-ensemble de R. Là, c'est bien, hein, il fait des maths. Hein. Il est gentil. Hein. Si c'est sur R, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Est-ce qu'on pense que... C'est parce que du coup, c'est pas, on va dire, une série d'intervalles, c'est juste des variables qui se suivent, enfin, qui suivent sur un... Oui. Alors, attendez, on va remettre les connexions, là, c'est bon. Il y a de l'idée dans tout ça. Sur R, 0,25, mais c'est mieux que sur R, d'accord? C'est dans un intervalle fini, mais dans lequel il y a une infinité de possibilités. Toutes les valeurs sont possibles. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a des virgules. Ça nous met sur la piste d'une variable de nature réelle. Dans un intervalle, on imagine fini. Pourquoi? Parce que la hauteur, elle va pas aller jusqu'à 800 mètres. Il n'y a pas d'arbres qui font 800 mètres. Si, il y en a. Ça a besoin d'être fini, absolument. En biologie, on a souvent affaire à des intervalles finis. Ce qui me fait dire que la loi de distribution, on va en parler tout à l'heure, ça va être un petit sujet de débat. Ah, vous allez dire, ah, j'y avais pas pensé. Il y a plein de petites astuces comme ça que je vais mettre aussi dans la régression visuelle et tout, etc. Du coup, variable quantitative continue. Ça vous va, ça? C'est important. Donc, il y a les continues. Et ici, il y a les nominales. Il y aura sûrement un deuxième type. Quel est le deuxième type? Même s'il n'est pas là, on peut en parler, de quantitative. Discrète. Qu'est-ce qui distingue une continue d'une discrète? On en a des discrètes? Non. Je vous préfère vous le dire. Elle prend que certaines valeurs, 0,25 points. Discrète, qui m'a dit discrète? 0,25 points. Non, 0,5. Du coup,
elles ne prennent que certaines valeurs, ok? Elles ne prennent que certaines valeurs dans un ensemble fini. Il n'y a pas d'intervalle. C'est-à-dire qu'il y a entre 1, 2, 3 par exemple. Une variable discrète, ça pourrait être nombre de filles dans un groupe de 40 étudiants, dans un échantillon de 40 étudiants qui suit une formation à Paris-Saclay. D'accord? Nombre de filles. Bah, admettons que la formation elle fasse 40 places, ouais. Ça va de 0, pas l'oublier ça, à 40. Donc il y a 41 modalités, possibilités, valeurs prises par la variable. Donc c'est fini. D'accord? C'est donc discret, excusez-moi, c'est pas pareil. Donc les variables discrètes, on les met pas on les met entre accolades, vous savez, puis on les sépare par des points-virgules. Pourquoi? Parce que les virgules sont... On pourrait avoir des cas exceptionnels où les variables discrètes seraient des réels. On ne va pas rentrer dans le sexe des anges. Il suffit de remplacer le nombre par le pourcentage. Bon. Et là, on se retrouve un peu bête. Sinon. Donc la proportion est aussi une variable discrète. On va parler des lois, hein, d'accord? Donc là, on a balayé presque toutes les variables, les types de variables. Il y a sûrement une case vide là encore. Donc circonférence, même problème. On a vu qu'il y avait plein de vides, hein, on est bien d'accord, hein, on avance. État, donc c'est l'état de santé. Qualitative ordinale, vu qu'on attribue une qualité à l'arbre, enfin, une certaine valeur à la santé de l'arbre. Il va y avoir une relation d'ordre qui va établir un ordre entre chacune des modalités prises par cette variable qualitative spéciale qui s'appelle ordinale. Donc ça rentre dans les qualitatives, vous voyez? Donc effectivement, ici, il va y avoir une relation d'ordre. Donc on peut aller jusqu'à ordonner les valeurs, la qualifier, ordonner. On ne peut pas faire mieux que qualifier ici. Là, on peut ordonner. Là, on peut compter, on est d'accord. Et vous allez me trouver le dernier verbe. Vous voyez, à quel type de variable j'ai affaire? Je peux compter, je peux donner une relation d'ordre, je peux seulement qualifier, vous avez tout de suite la variable. Et du coup, vous avez le test qui va avec. Hein. Donc, je vous ai préparé ce que j'appelle les fiches qui sauvent en stats. C'est des trucs très ultra synthétiques qui vous montrent, en fait, qui vous résument, je crois, une grosse partie des stats en 8 planches. Où il y a pas mal de vide. Hein. Donc, on la verra. Voilà. Je crois que j'ai eu un problème de backup sur ma clé USB. Il va falloir que j'ouvre mon PC. Continue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le verbe qui va être associé à ça? Mesurer. Qui a dit mesurer? Voilà, encore 0,25, je suis désolé. Donc, mesurer. Donc là, je vais faire une pause sur les points, hein, parce que je vais épuiser mon compte de points. C'est bien, vous voyez tout ce qu'on peut dire sur ce petit fichier à 2 balles. Hein. Au départ, vous allez me dire, on en a vu tellement comme ça, mais voilà. Et après, il y a une décision à prendre. Hein. Bon, alors maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce que vous pensez de la colonne hauteur? Regardez-la bien. On oublie les valeurs manquantes s'il y en a. Visiblement, il n'y en a pas. Premier commentaire. Quantitatif continu. Non, elles ne sont pas dans l'ordre croissant. Un fichier de données n'est pas forcément dans l'ordre croissant parce qu'après, dans quel ordre on va ordonner les autres et tout, que c'est croissant, de croissant, de croissant, de croissant. Mais bon, c'était tenté, c'est bien. C'est proche les unes des autres, c'est pas bête. Ça va être un petit problème. Si toutes les valeurs se ressemblent, on va peut-être pas arriver à quelque chose. Vous comprenez ce que je dis, c'est important là, je le filme. Vous remettez à la scroll bar, c'est important. Si toutes les valeurs se ressemblent, on va pas tirer grand-chose de ça. Sous-jacent à ça, attendez. Là, il y a un point à gagner. Quelle est l'idée qu'il y a derrière cela? Il y a 1,5 point à gagner.
Si toutes les valeurs se ressemblent, on ne va pas pouvoir tirer grand-chose de ce fichier. Et vous avez bien écouté la réponse, oui. Pourquoi? Elle a déjà 0,5 points sur les 1,5. Ça part dans les limbes. Garde ton 0,5, ne le perds pas. Le but de l'analyse statistique. Écoutez-moi bien. Oui. On ne peut pas tirer de tendance, pourquoi? Si toutes les données sont concentrées, on va dire, autour d'une même zone, entre guillemets, bah, on peut éventuellement les confondre et on peut pas... Oui, en fait, l'information serait plate. Raplapla. Je ne peux pas t'accorder de points, mais il y a de l'idée. Hein. Les graphes sont rappelés comment on va voir Tu as 0,5 aussi. Ça commence à devenir la chose. Une dernière tentative. C'est tenté. Il y a de l'idée. Et les autres, que dalle. Ce qu'on étudie dans un jeu de données, c'est la source de la variabilité. Vous y êtes? Faites bien attention aux mots que j'emploie. La source de la variabilité. L'origine. Pour qu'on s'intéresse à ça, variabilité. J'espère que je ne fais pas de faute en écrivant, parce que quand je pense et que j'écris... Eh bien, là, il faut qu'il y ait une certaine variance. Variabilité, variance. C'est-à-dire qu'il y ait une distance par rapport à une moyenne ou une médiane ou un ordre de grandeur affiché. S'il n'y a pas cette variance, on ne pourra pas remonter à l'origine de cette variance. Donc, beaucoup d'analyses en statistique se fondent sur l'analyse de la variance. Il faut de la variabilité pour pouvoir expliquer une relation éventuellement de cause à effet. Ça va, c'est rentré? Donc vous, les data scientists, vous ne vous penchez pas sur n'importe quoi. Vous étudiez la variabilité potentielle de votre fichier. S'il n'y a pas de variabilité, je m'en occupe pas. Je laisse ça à un newbies, mais pas à moi. J'ai d'autres chats à fouetter. Bien. Donc, effectivement, ça, c'est la remarque sur les choses se ressemblent, ok? Pour la colonne auteur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je n'ai pas voulu dire nécessairement que les choses se ressemblaient, mais si c'est votre sentiment, j'en ai profité pour expliquer cela. Bien. Du coup, dans cette colonne auteur, qu'est-ce qui vous choque, comme vous diriez dans votre génération? Oh, je suis choqué. Ce qui ne veut pas dire choqué, hein, ça veut dire surpris. Hein. Ah, je suis choqué, je suis trop choqué. Trop surpris. Ça vient de shocked en anglais, mais parce que vous êtes dans les réseaux sociaux et vous utilisez un langage que moi j'ai du mal à comprendre. En tout cas, parce que ce n'est pas dans Stendhal dans le texte ou dans Balzac ou dans qu'on dirait ça. Alors, il n'y a pas d'unité, c'est pas idiot. Donc 0,25, je n'y avais pas pensé, il n'y a pas d'unité. C'est une variable quantitative continue, et ça, c'est vraiment le type de variable qui a besoin d'unité. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, l'unité? Le mètre. Donc, dans une base de données, il n'y a pas nécessairement les unités. Dans un fichier de données. Ah! Ben oui, où vous voulez mettre ça, vous? Vous allez mettre 9,52 mètres? Comment vous allez faire votre calcul de moyenne? Qu'est-ce que vous pourriez faire? On peut pas le mettre à côté de hauteur? On peut le mettre à côté de hauteur, entre parenthèses. Comment tu vas manipuler une variable qui s'appellerait hauteur, blanc, parenthèse, m, blanc? Tu veux tout automatiser en machine learning. Tu veux pas d'intervention humaine. Tu prends ton fichier, tu appuies sur le bouton, tu as le résultat. Si tu commences à dire, voilà, tu m'enlèves au cas où il y a... Tu commences à programmer. Donc, pour des raisons évidentes, il va falloir un autre fichier qui accompagne ce fichier.
qui s'appelle un README, qui décrit le fichier. Ce fichier est composé de 7 colonnes, de 7, c'est ça? 7 colonnes. La première est l'identificateur. Les deux autres sont successives. Les deux suivantes, essence et parcelle, décrivent respectivement l'essence de l'arbre, la parcelle dans laquelle est l'arbre. Un fichier README, hein, d'accord? Il faut, ça manque, c'est de la devinette ça. Ensuite, il faut dire que ce fichier contient 53 individus, ou 51, pardon, et que ces individus sont des arbres qui ont été étudiés dans quelles circonstances. Ensuite, dans le README, on va dire que la hauteur est en mètres, variable dont il manque des informations, et j'attends toujours la réponse, les circonférences également, et on va dire que l'état est une variable qualitative ordinale qui mesure l'état de santé de l'arbre, tandis que valeur est une variable... Ah, ben ça on ne l'a pas dit encore. On ne l'a pas dit encore. Donc, dans le README, qui doit accompagner, ça c'est un fichier texte, le README, on pourrait qualifier ça de métadonnées. Un statisticien, un bon ou une bonne data scientist va regarder s'il y a un répertoire dans lequel tout est là, c'est-à-dire le fichier, donc le .csv, le .txt qui est le README, donc README, ça c'est le répertoire, hein, ça c'est data, ça c'est le répertoire donc, le readme.txt, et vous voyez bien que j'ai un Mac ou que j'ai un PC, je vais pouvoir lire ça. Mac, PC, Android, on sait lire les fichiers Excel, et on sait lire les fichiers CSV, on sait lire les fichiers texte. Et dans le README, il faut avoir toutes les informations qui accompagnent ce fichier, sinon c'est de la devinette. Et de la devinette, c'est de la daube. On ne peut rien faire. Bien, alors c'est là où on va mettre les unités, et on va mettre aussi quelque chose qui me manque là, dans votre gigote. Vous achetez content, hein, vous êtes bien là, avec cette colonne-là. Il faut qu'on mette aux mêmes unités. Aux mêmes unités. Aux mêmes décimales. Même décimales. Parlons un langage, c'est une bonne idée, hein, c'est bien. Comment on dit? Là, il y a 4 chiffres significatifs. Là, il y en a 3. Et pourtant, ces deux chiffres, ces deux nombres sont... C'est pas assez pro. Si tu veux. Même précision. Ok, chiffre significatif, c'est le nombre de figures, en anglais figure, c'est chiffre, donc c'est des images. Figure, un chiffre, c'est une image. Vous vous souvenez de mon écriture cunéiforme de la semaine dernière? C'est une image. Bon, les chiffres sont de quelle origine, mes amis, là? C'est du latin, ça? C'est quoi? Arabe, qui eux-mêmes étaient d'origine indienne. Donc ça remonte à loin, hein. Donc c'est des images. Et avec ces images, on arrive à faire une signification. Un signifié, un signifiant. Du coup, bah, pour les mots, même chose, hein. Ils se sont inspirés des chiffres pour faire le même codage. Bien, alors là, vous voyez que c'est pas la même précision et qu'il y a des chiffres significatifs. Bon, bah ça, heureusement, hein, parce que 9, on ne l'écrit pas avec autant de chiffres significatifs que 10 hein, ou que 100. Hein. Bon, c'est normal. Donc, c'est pas les chiffres significatifs qui vont m'intéresser. C'est le nombre de chiffres après les virgules qu'on appelle la précision. Donc, cette précision, elle est comment? Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'harmoniser? Tout mettre avec 2 chiffres après la virgule. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies? Alors, il y a des compromis aussi à faire. Si on met au même nombre de chiffres significatifs que le plus précis, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Donc là, on parle de précision et qu'est-ce que j'ai dit? Nombre de chiffres significatifs sur les données quantitatives. Hein.
essentiellement continu. Tableau, je peux en remplir 50 avec ce fichier. Je vais peut-être me calmer là. Donc, on fait quoi quand on fait ça? On invente. On ne sait pas si 9,2 c'est 9,20 ou 9,18 ou 9,22. On invente. Maintenant, allons dans l'autre sens. On remplace 10,44 par 10,4. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On simplifie, mais on fait quoi? On perd de la précision, 0,25. On perd de l'information. On perd de la précision, on perd de l'information. Maintenant, qu'est-ce qui vous dit que c'est valable à 2 chiffres après la virgule? Comment on mesure un arbre maintenant en 2025? Avec un laser. Le laser, à mon avis, il doit aller au-delà de 2 chiffres après la virgule. Quand j'ai 2 mètres, il peut même aller à 5 chiffres, 6 chiffres. Ce que je vous conseille, vous allez une décimale en deçà de la précision maximale de l'appareil. Comme ça, vous êtes tranquille et vous ne perdez pas d'informations, mais vous le faites pour tout l'ensemble. Conclusion, on n'a pas réglé l'histoire du 9. Est-ce que c'est un 900, un vrai 900? Est-ce que le 9,2 est un vrai 9,2? Alors pour ça, vous savez, vous pouvez demander à Excel d'afficher sur un nombre de données. Mais rappelez-vous que mon fichier est un fichier CSV, et c'est le fichier CSV qui a toutes les précisions. Or, c'était 9,2 dans le fichier CSV et 9. Donc, on est bien embêté. La stratégie la plus prudente serait de perdre de l'information pour pas en inventer. Mais les risques sont pratiquement de la même, avec la même conséquence pour l'invention ou la perte d'information. Perte de précision, c'est une perte d'information. Pas absolue, mais relative. D'accord. Donc là, vous voyez que vous avez compris, et je l'avais dit la dernière fois, que ce qui est très important, c'est d'enregistrer ou d'acquérir les données avec le maximum de précision et de fiabilité. Qu'est-ce qui pourrait expliquer? Allez, on va inventer là, on a de l'imagination, qu'on ait ça et qu'on ait ça, ou qu'on ait ça et ça. Pourquoi on se retrouve avec des chiffres comme ça dans cette colonne? C'est pas forcément la même personne qui a pris toutes les données. Vous voyez, ça c'est très important, 0,5 points. Je suis désolé, ça tombe toujours sur les mêmes, mais j'attendrai que d'autres... C'est pas forcément la même personne qui a fait les données. Vous, le data scientist, vous n'êtes pas statisticien, vous faites pas des statistiques bêtes et méchantes. Vous ne descendez pas la moyenne, l'écart type et tout, etc. Je fais mon test et tout le bastringue. Vous allez au-delà. Vous êtes profiler des données. Qu'est-ce qui manque dans ce fichier? Le nom de la personne qui a fait la manip. Mais ça suffit pas sur la personne. Je veux dire la date en fait. Ah, il manque aussi la date, bon sang. Est-ce que ça a été fait à la même date, ça? Peut-être aussi l'appareil de mesure. L'appareil de mesure. Allez, on continue. Ça, c'est des métadatas. Là, la qualification de la personne. J'arrête tes points parce que là, sinon, tu vas exploser le compteur. Ça, c'est très important. On ne met pas un jeune devant une rivière pour mesurer la pollution. On a un spot donné avec la valise type, vous savez. On accompagne ce jeune avec un ingénieur pour lui montrer le métier, comment il faut faire. C'est délicat. Vous n'allez pas travailler sur les RNAs avec les mains nues. D'accord? Parce que vous en avez des... Ou sur l'ARN, pardon, avec les mains nues, vous avez plein de RNAs dans votre main. Vous ne pouvez pas travailler avec les mains nues. Donc, il y a une procédure. Ben, ça vous fait rire, mais c'est pareil. Donc, la date à laquelle a été fait ces mesures, parce que ça pourrait nous renseigner sur, bon sang, est-ce que 10,83 de hauteur, c'est dans la carte d'identité de l'arbre ou pas? Ou est-ce que demain, je repasse, il fait 10,85? Ben oui. Est-ce que j'ai mesuré ça au printemps, en été, en hiver? Vous voyez tout le bastringue qui manque. C'est un jeu de données. La base de données doit être complète pour pouvoir relativiser tout. Donc, vous voyez les petits exercices de tête que vous faisiez là? Le poids que ça avait? Où on vous mâche tout, etc. On vous met sur le terrain, vous êtes paumé. Vous ne savez pas ce qu'il faut enregistrer. Donc, vous n'allez rien tirer de votre information. Ça va être de la daube. Et c'est là où cette formation que je vous donne n'est pas une formation éclairante en technique de calcul, mais éclairante en jugement.
perception de ce qu'est l'information essentielle. On a vu plein de choses là. Bon, maintenant qu'on a fait ça, valeur. J'ai 0, 1, 2, 3. Puis je vous ai dit, c'est une valeur relative, ça vous met sur la piste, hein. C'est une valeur relative d'exploitabilité de l'arbre. Soit je le fais à 0, c'est du bois d'allumette, ou non, 0, on ne peut rien en tirer. Ça va être un 0 absolu. On appelle ça ici à valeur d'intervalle. C'est des choses que vous ne connaissez pas, oui. Donc c'est une mesure d'échelle à valeur d'intervalle. Ça fait un discours un peu docte, ça. Vous voyez, les stats, c'est ça. Là, on va avoir quel type de variable? Quantitative, discrète, ça? Non, c'est le piège absolu. Elles sont qualitatives ordinales. Elles sont qualitatives, ordinales, 0,25, mais je vais m'arrêter sur les points. C'est toujours les mêmes. Donc vous avez fait votre plein, hein. Je pense que là, il faut arrêter. Mais c'est la vérité, c'est qualitative, ordinale, et pourtant c'est chiffré. C'est ce qu'on appelle une échelle, qu'on pourrait qualifier, comme les psychologues, d'échelle de Likert, du nom de la personne qui l'a inventé pour les... Vous savez, le jugement psychologique de telle appréciation d'un produit, j'aime un peu, beaucoup, passionnément, je suis dingue, etc. Ou alors les échelles de douleur, de 0 à 10. Alors faites attention à l'échelle de douleur. Vous demandez à une personne si elle a 0, 1, 2, 3, elle vous dit un nombre entier, ça c'est une variable ordinale. Maintenant vous lui présentez une réglette avec les mêmes chiffres pour lui dire où elle a mal, comment elle a mal, et donc la réglette va pouvoir s'arrêter entre deux chiffres. Vous mesurez exactement. Variable quantitative continue. C'est dur la vie, hein. Vous comprenez la différence? Donc, ne sautez pas en l'air si vous voyez qu'une échelle de douleur est avec 9,92, ça dépend de la mesure qu'on en a faite. Soit une mesure rapide, parce qu'on n'a pas le temps de présenter une échelle comme ça, soit on a un petit curseur qui se déplace. Et c'est la même chose dans les tests, ce qu'on appelle les formulaires où on pose des questions. Vous pouvez très bien dire où vous positionnez, donc vous faites un petit dessin, votre perception entre deux extrêmes. Je n'aime pas du tout et j'adore. Après, on mesure et on va dire que j'aime pas, c'est 0, j'adore, c'est 5, et on dit, tiens, c'est 2,3. C'est un peu plus précis. Donc du coup, on va faire des stats un peu plus précises qui vont nous lever les obstacles des lois de probabilité sous-jacentes à respecter pour pouvoir faire ces statistiques. J'ai plus de place, les enfants, hein. Loi de probabilité, hein. Vous voyez tout ce qu'on peut dire sur... Oui, on va effacer. Mais en règle générale, on prend la photo du tableau avant. Donc si quelqu'un pouvait prendre la photo, ça m'arrangerait avant que j'efface. Et elle me donnera la photo ensuite, tranquillous. Voilà. Donc, tout ce qu'on a vu, et c'est loin d'être fini. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Bon, je commence à effacer, hein, d'accord, avec votre autorisation. Je vais vous demander quelque chose, c'est quelle loi de probabilité pourrait être associée à certaines variables, s'il y en a. Ça fait beaucoup de choses, hein, pour un petit fichier, hein. Ça pourrait être la loi normale. Circonférence hauteur. Donc les variables quantitatives continues ont des chances, si tout se passe bien, de suivre la loi normale. Bon, dans cet échantillon, Peut-être que le nombre d'individus n'est pas suffisamment élevé pour considérer une loi normale. Et donc, les cas dans quoi on pourrait considérer la loi normale? si on a un échantillon qui est supérieur à peut-être 100, 200. Niet. Population. Donc la loi de distribution normale est dans une population de très grande taille. Bon, alors maintenant, on va la dessiner. Donc on dit que hauteur ou circonférence, hein, suivrait une loi normale. C'est comme ça qu'on dessine suivre. Ça, c'est loi normale. Deux paramètres.
Elle est timide là. Quand même, loi normale, c'est niveau... Généralisons. Oui. Qu'est-ce qui caractérise une loi normale dans une population? La moyenne et l'écart type. Voilà, la moyenne ou l'espérance de la loi, hein, et l'écart type, mais plutôt la variance. Mais c'est toléré la variance. L'écart type, rappelez-vous que ce n'est pas quelque chose qui souffre des tests statistiques ou des études. C'est la racine carrée de la variance qui représente la variabilité. C'est ainsi. On pourrait vous faire des démonstrations sur le fait qu'un écart type n'est pas encadrable. Vous savez, les intervalles de confiance. Donc on va utiliser eh bien, des lois de Key-2 et de Fisher pour pouvoir encadrer des écarts types. Donc on va faire mu du paramètre hauteur et sigma ou sigma carré, allez, puisque j'en ai parlé, paramètre hauteur. Mais ça, c'est le sexe des anges, hein, d'accord? Sigma, ça passe, hein, puisque effectivement, on peut le voir. Ça. Donc, on la dessine, on se souvient, hein, c'est ça la loi normale. Je suis désolé, il y a beaucoup de choses, mais vous voyez, c'est soit je vous fais un cours, soit je vous fais un truc comme ça, fondé sur une enquête, j'espère que ça vous plaît. Hein. C'est-à-dire qu'on progresse en regardant tout ce qu'il y a dans un fichier. Donc la loi normale, vous vous souvenez, ça a cette allure-là, d'accord? Il y a mieux, hein, il y a mieux, hein. C'est plus pointu que ça. Hein. Voilà. Et donc, bien sûr, il y a un axe. Bon, je l'ai dessiné un peu bas, cet axe. Je vais le redessiner un peu plus haut. Vous savez, c'est très difficile de dessiner au tableau à peu près correctement. Surtout quand on est filmé. On a le trac. Qu'est-ce que je mets en abscisse? L'abscisse, c'est la valeur. C'est la valeur qu'on mesure. La hauteur. Mais non. La hauteur? Oui, j'avais pas entendu. Je te taille. Ah ben non, je suis désolé. Taille, c'est pas hauteur. Il y aura une question sur taille. Qui a entendu parler de réduction de dimension? Qui a entendu parler d'analyse factorielle en composantes principales? Vous voyez, tout ce que vous avez à apprendre. Hein. Ah oui, mais M2, là, qui sont en BE, M2BE, ils connaissent ça bien. Parce qu'ils ont... Faites-vous... Les BOE, levez la main. Levez la main. Une écrasante majorité, peut-être. Vous allez vous taper en M2 stat 1, stat 2, stat renforcé, puis peut-être des couillons comme moi qui vont encore vous ordonner une dose, quoi. Donc, réduction de dimension, vous verrez ça, malheureusement, qu'en master. Vous savez, en France, les L1, les L2, c'est des bébés, les L3, ils commencent à connaître la vie, ils n'ont pas le droit de vote, hein, ça n'existe pas, il n'y a pas de vie, etc. derrière. Vous n'allez pas prendre la ligne 18 en octobre, hein. Votre prof ne vous l'a pas demandé. Donc du coup, vous êtes là à attendre votre case. En M1, vous avez le droit de comprendre un petit peu la vie. En M2, c'est un peu tard, hein, les enfants, pour découvrir les stats et tout, etc. À quoi ça sert, hein. Parce que vous avez des stages où vous avez vu que une partie des choses dans le stage, parce que vous n'avez pas compris à quoi servaient les données que vous avez enregistrées, toujours pas. Alors il y a tellement de choses à dire pour les BOE comme pour les santé, à partir des données qui sont déjà existantes ou que vous allez acquérir avec une certaine méthode. Vous n'allez pas faire des trucs comme ça, justement. Du coup, vous voyez, hauteur, c'est la variable aléatoire étudiée dans la population ou supposée être représentable dans la population. Je suis très prudent. Donc, en abscisse, c'est la variable aléatoire. Je ne peux pas vous faire un cours sur tout, vous verrez ce que c'est qu'une variable aléatoire. En gros, vous mesurez. Et donc, vous ne savez pas a priori ce que vous allez avoir comme valeur, puisqu'elle varie dans un intervalle. Oui, tu voulais poser une question? C'était juste pour les ordonnées. Ah oui, bah, tu vois les étapes. Ordonnée, c'est quoi? C'est la quantité d'individus pour chaque valeur. Il y a des solutions d'individus rentrant dans telle. C'est presque ça, mais c'est pas ça. C'est la fonction de densité de probabilité. F de x. Alors, appelons la hauteur grand X pour vous montrer le côté subtil des maths. Ici, on va mettre f de petit x. X, c'est les valeurs prises par grand X.
Oui, parce que c'est ponctuel, hein, c'est une fonction numérique. F de petit x, c'est ce qu'on appelle la fonction de densité de probabilité. Attendez, hein, c'est la fonction de densité de probabilité. C'est donc ce qu'il y a en y. Évidemment, je ne peux pas la mesurer puisque ça, c'est une infinité de personnes, d'accord? Donc, l'air associé à un trait, c'est nul, c'est 0. D'accord? Donc, ma hauteur, x, et la fonction de densité de probabilité, c'est donc f de petit x est égal à 1 sur sigma, racine de 2pi. Le sigma ici, c'est h, d'accord? Donc, on va l'appeler h. C'est l'écart type. Racine de 2pi, je ne vous fais pas de dessin, c'est ce que c'est. Exponentielle. Alors, je vais écrire petit e. C'est multiplié. Vous savez qu'en maths, on ne met pas nécessairement les termes multipliés. Donc, exponentielle de moins 1/2 de x moins mu h au carré sur sigma. Donc, vous avez là une densité de probabilité, une fonction qui est entièrement définie par la moyenne et l'écart type. La moyenne, c'est le mode, là où la tangente s'annule, donc il y a une tangente, la dérivée première s'annule, c'est-à-dire une tangente horizontale. À ce niveau, eh bien, vous êtes au niveau de la moyenne, ce qu'on appelle plutôt l'espérance de la loi, hein, mais appelons-la mu. Je mets h parce que c'est la hauteur, hein, d'accord, ça vient. Et donc, mu de h, et vous avez l'écart type au point d'inflexion. Enfin, vous n'avez pas l'écart type, vous avez deux métriques qui sont respectivement mu moins sigma ici, et respectivement mu plus sigma ici. Vous n'avez qu'à voir ma petite vidéo sur la loi normale si ça vous intéresse. Du coup, vous avez ici à peu près 2/3, à peu près, hein, c'est pas 2/3, des valeurs qui sont comprises entre mu moins sigma et mu plus sigma. Et comme mu h c'est aussi la médiane, la position de la médiane, vous avez 50% des valeurs au-delà de la médiane et 50% en deçà. Je ne vais pas tout dessiner, d'accord? Donc, très facile à retenir, une fonction de densité de probabilité associée à une loi normale. Et ici, effectivement, vous pouvez représenter ça avec sigma carré ou sigma h, mais là, vous voyez que vous avez une mesure visible de sigma h. C'est ça. Vous palpez le sigma h. Plus la courbe est plate, plus la variance va être importante. Ça va être du raplapla. La variabilité va être importante, ça ne va pas être resserré, hein, sigma petit. Et plus vous allez vous retrouver dans une situation où sigma va être grand. C'est-à-dire que la valeur mu h va se détacher, pardon, mu h plus sigma h va être plus loin relativement à mu h. Relativement. Ça va? Bon, on arrête à peu près sur la loi normale. Ben, vous voyez, cette fonction de densité de probabilité, c'est la garantie que ce qu'on observe dans les tests d'hypothèse est solide. Parce que si on n'avait pas une fonction de densité de probabilité, on n'arriverait pas à avoir des choses comme ça, vous voyez. Pour un quantile epsilon donné, savoir combien d'arbres ont une valeur au-delà de ce epsilon. Ou appelons-le H1. H1, petite hauteur 1. Et là, vous avez ce qu'on appelle une probabilité que x ou la hauteur soit supérieure à H1. X ou hauteur, c'est la variable aléatoire. Donc en abscisse, la variable aléatoire, en ordonnée, la fonction de densité de probabilité, qui a une drôle de propriété. Donc vous avez les points d'inflexion, les dérivées secondes s'annulent, le point ici qui correspond à la médiane, à la moyenne et au mode, c'est un point où la dérivée s'annule. Et ici, vous avez forcément, quand x vaut mu, vous avez 0 ici, exponentielle 0, ça fait 1.
Donc vous n'avez plus que 1 sur sigma racine de 2pi. Ce qui veut dire que plus sigma est important, plus la courbe s'effondre et devient plate. Moins haute. Ça va? Pour qui c'était important cette révision? Oh là là! On vous a jamais fait ça en 3 minutes? Vous avez la loi normale en 3 minutes, circuler, il n'y a plus rien à voir. On ne se sert plus d'une table comme vous avez fait un exercice pour avoir une probabilité. Il y a des logiciels pour ça. On ne fonde pas tout sur 5% dans les tests d'hypothèse. C'est... Je sais pas, d'où ça vient ça? C'est comme avoir le droit de prendre le métro. On a le droit de dire que un test va révéler donc une significativité faible, certaine, forte, très forte. Voilà, comme en fonction de la pi-value. Bien. Vous voyez tout ce qu'on a dit. Est-ce que vous pouvez me citer d'autres lois de distribution que je ne mettrai pas au tableau, que je ne... Voilà. Qu'est-ce que vous connaissez comme d'autres lois de distribution? Fini vous deux. Fini vous trois. Loi de... Alors, loi de Poisson, ça s'adresse à quel type de variable? Discrète. Alors, 0,25, 0,25, parce que moi je veux un package, c'est-à-dire type de variable, loi suivie. Intéressons-nous encore à une variable continue. Je voudrais 2 autres lois, au minimum. Non. Binomial. Non. Oui. 0,25. Mais c'est la dernière fois que je te donne des points. Autrement. Oui, il l'a dit. Qui 2? 0,25, mais c'est la dernière fois que je te donne des points, tu n'en as plus aucun. Quelle autre loi encore que vous rencontrez en stats? Pour une variable quantitative continue. Je m'arrête là, parce que si je vous fais toutes les lois, on n'en finit pas. C'est une loi discrète, Bernoulli. C'est la mère de toutes les lois. 0,1, pi 1 moins pi. A bar, pi 1 moins pi. Fisher. Fisher, c'est... Bon, quand vous avez peu de degrés de liberté, hein, d'accord? Toutes les lois de distribution, quand le nombre de degrés de liberté tend vers l'infini, en règle générale, un bon 40-50, d'accord? Et plus vous allez vers des grands degrés de liberté, et plus ça va tendre vers une loi normale. Un Qui2 tend vers une loi normale, un Fisher tend vers une loi normale, une Student tend vers une loi normale. C'est dingue, c'est dinguissime. Donc du coup, Fisher, ça a cette gueule-là. On dirait un boa qui a bouffé un éléphant. Vous voyez, vous vous souvenez? Excusez-moi. Densité de probabilité, et c'est Fisher, c'est le paramètre F, le critère de test F. Et là, c'est une densité de probabilité de Fisher. Alors là, je vous fais pas le contenu. Hein, il y a de la loi gamma là-dedans. Il y a du Qui2. Voilà, c'est un rapport un peu complexe. Hein. Ça implique Student et Fisher et Qui2 en même temps. Bon, bref. Vous voyez qu'il existe des tas de lois de distribution continues et qui sont valables. Fisher, c'est population. Qui2, c'est population. On est d'accord? Jamais échantillon. Alors on revient à l'histoire. Moi j'ai un échantillon. Imaginons que j'ai 100 arbres peupliers, tous peupliers, et que je m'intéresse à leur hauteur. Qu'est-ce que je fais comme premier schéma? Alors tous ceux qui ont répondu, je ne veux plus les entendre. Bien sûr, ça va ralentir le cours. Hein. Et donc le film, je suis payé à la seconde, hein, je m'en fous. Loulou. Alors, si vous voyez dans la chaîne YouTube que j'ai postée qu'il y a des publicités, c'est pas de mon fait. C'est-à-dire que tout est à publicité maintenant. Maintenant, ça me rapporte que dalle. Que dalle. Mais vous êtes obligé de farcir la pub. Voilà. Donc c'était un petit clin d'œil sur ça me rapporte. Qu'est-ce qu'on fait comme diagramme ou comme... Quand on a une variable continue,
dans un échantillon. Oh, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous... Alors là, c'est ça les cours de stats, c'est tout ce qui vous reste. Il faut que vous soyez aware, parce que c'est ce que va vous proposer l'IA. Et il faut savoir si l'IA vous a dit vrai ou pas. Quel type de grand graphique vous avez en général? Histogramme, en camembert, tuyau d'orgue, merci. C'est pas vrai, c'est moi qui l'ai trouvé. Hein? Boxplot. Ça vous parle tout ça ou c'est juste j'envoie les noms comme ça, l'IA m'a renseigné, j'y vais, je fais style quoi. Parce qu'il y a la moitié des points qui sont grâce à l'IA, hein, on est bien d'accord. Hein. Faut pas déconner, hein. Je suis pas stupide, mais c'est pas grave, ça vous fait réviser. Ou un tiers des points. Bon, en fait, on va faire un histogramme. Alors, vous avez certains profs qui vous dessinent les histogrammes comme ça. Je ne veux citer personne. Hein. Ah oui, j'ai déjà vu, moi. Parce que Excel, il fait ça par défaut. Donc, un histogramme est à aire jointive, mes enfants. Il n'y a pas de raison que les aires des histogrammes ne se touchent pas. Et il n'y a aucune raison que dans un histogramme quelconque, les aires soient de même espace de classe. Bien sûr, nous, ce qu'on aime pour pouvoir réaliser un beau tracé, c'est d'avoir ça. Vous voyez, je ne pensais pas que ça soit si long, cette présentation. Ça commence à m'affoler même. Parce que le temps passé est énorme. Ce qu'on aimerait faire, c'est ça. Bief, une tendance normale. Le rouge, c'est l'idéal. Ce qu'on aimerait bien prouver. Le noir, c'est l'expérimental. L'histogramme. Qu'est-ce que je mets en X? Y, vous n'êtes pas assez fort pour pouvoir me le dire. Qu'est-ce que je mets en X? À la hauteur encore. Là aussi. Simplement, les aires n'étaient pas identiques. Hein. N'étaient pas de même delta de X. L'intervalle de classe n'était pas le même, si vous préférez, excusez-moi. J'ai le droit, hein. J'ai pas assez de valeur, j'augmente l'intervalle de classe pour qu'il y ait suffisamment de valeur qui représente la classe. Imaginez, j'ai un point, c'est un peu embêtant, c'est tout raplapla. Donc là, je vois des tendances avec un histogramme. Je peux positionner une moyenne, avoir une idée grossière de la tendance de loi de probabilité dans la population qui pourrait représenter l'échantillon, dont l'échantillon pourrait être représentatif. Du coup, il y a un petit décalage peut-être entre la moyenne de l'échantillon expérimental, ce qu'on appelle la moyenne observée, et la moyenne idéale dans laquelle on pourrait imaginer que cet échantillon nous conduise à une certaine population. Comment je pourrais avoir la moyenne de cette courbe rouge ? D'ailleurs, est-ce que je peux l'avoir précisément ? On a dessiné une courbe là, avec la même moyenne que celle de l'histogramme, on est d'accord ? Et le même écart type que celle de l'histogramme, sinon on ne va pas à lisser, d'accord ? Donc l'écart type de l'histogramme, c'est difficile à figurer, d'accord ? Bon, mais maintenant, moi je vais plus loin, je vais faire un petit peu de perspective, on verra comment ça s'appelle. Comment je pourrais, à partir de la moyenne de l'échantillon, qu'on va appeler, alors ça c'est dans la population, d'accord ? La moyenne de l'échantillon, c'est mu chapeau. H, pour signifier qu'il ne s'agit pas d'une moyenne exacte, mais d'une moyenne ponctuelle. Donc estimer, non pas estimer, mais mesurer ponctuellement, donc une seule valeur, dans un échantillon. Somme des xi divisé par n. Somme des hi divisé par n, c'est des hauteurs.
Je ne peux pas tout marquer, hein, les enfants, ça dépasse mes forces. Comment je pourrais obtenir mu, qui n'est pas là, hein, le mu de la population? Je ne vous demande pas de la trouver, je vous demande quelle est la méthode. C'est là où je suis en colère dans votre formation. Vous étiez excellent l'année dernière ou en début d'année, et il ne vous reste plus rien. Et comment voulez-vous aider vos collègues en bio si vous ne savez pas ça? Ça s'appelle une stratégie. Même, on peut dire, une modélisation. On n'est pas en machine learning, les enfants, on est en stats. Personne? Oui. Non. C'est le second principe de l'inférence statistique, si vous voulez savoir. Par intervalle de confiance. Attention, en général, l'intervalle de confiance concerne une variable aléatoire, pas un paramètre. Donc ça veut dire qu'effectivement, la moyenne de population est aussi associée à une variable aléatoire. Et qu'en faisant un intervalle de confiance, on voit à peu près la chance qu'on a de trouver cette moyenne dans l'intervalle de confiance. S'il est à 95%, c'est 95% de chance de trouver la moyenne effectivement dans cet intervalle. D'accord? Donc ça s'appelle encadrement par intervalle de confiance. Encadrement, c'est-à-dire qu'on n'a pas la vraie valeur de mu. On ne pourra jamais l'avoir à partir d'un échantillon. On fait un encadrement par intervalle de confiance. IC, intervalle de confiance. IC, intervalle de confiance. Donc du coup, voyez-vous, notre petit fichier nous a amené à ça. Hein. Ça commence à faire beaucoup d'informations. Autrement dit, si mes valeurs sont mauvaises, ou si mon histogramme n'est pas assez fourni, je vais pas avoir assez de variance, de précision sur la variance, pour pouvoir faire cet intervalle de confiance qui dépend de la moyenne observée, qu'on appelle la moyenne ponctuelle, mu chapeau H, mais aussi de la variance observée. Il faudra faire une correction de biais sur la variance. Vous n'allez pas faire ça à la main. Mais j'aimerais bien que vous sachiez d'où ça sort quand vous avez un résultat de R qui vient en une demi-seconde. Tac, 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 poum. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, je m'en occupe pas de ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, ça non plus. Moi, je veux voir la p-value. Ouais, bon. Il y a aussi l'intervalle de confiance. Il y a aussi le R2, il y a le état 2. Il y a plein de paramètres comme ça qui sont très importants. Bon, je crois qu'on a fait pas mal le tour de la question, là. Comment je pourrais représenter ça? Avec quel type de graphique? C'est-à-dire, je parle de la colonne état. Un camembert, un paille, un diagramme de distribution, voilà. Ok, oui. Donc, là, c'est des pourcentages avec des secteurs, un diagramme en secteur. C'est ça que je cherchais comme mot, excusez-moi. Parfois, il m'arrive de ne pas avoir le bon vocabulaire au bon moment. Donc là, je ne vais pas mettre les pourcentages, ça ne me renseignerait pas. Mais je vais mettre ici, par exemple, bon, moyen, mauvais, et NA. Bah, malheureusement, ça rentre dans les statistiques. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi dire d'eux. C'est-à-dire que ça veut dire ici qu'il y a un certain pourcentage d'informations non analysées. Maintenant, si on enlève les NA, bah, c'est un autre graphe, effectivement, et le pourcentage de chacune des rubriques augmente, puisqu'il n'y a plus de NA. Donc oui, différentes façons de voir la vérité, ou l'approche. Donc là, on est le plus proche possible de la vérité avec un enregistrement des données, fait un petit peu de briquet de broc, on ne sait pas trop, mais il y a beaucoup d'informations. Valeur aussi, on peut faire ça. On peut faire aussi un diagramme en tuyau d'orgue, mais je m'éloigne. Et je n'ai pas trop envie d'en parler, sinon on ne va pas s'en sortir. Bon, alors maintenant,
en guise de conclusion, parce qu'il va falloir conclure, qu'est-ce que je peux faire sur ce fichier comme type d'analyse statistique? C'est deux mots-clés. Un peu comme les variables portaient tout à l'heure des noms précis. Donc il y a deux analyses statistiques qu'on peut faire, enfin deux études statistiques qu'on peut faire. La première par laquelle il faut commencer, est-ce que vous m'autorisez à ne plus rien mettre au tableau et à parler parce que j'ai plus de place et puis je suis fatigué. Personne ne voit? Statistique descriptive. J'ai un fichier, un jeu de données. La première chose que je fais, c'est de la statistique descriptive. La statistique descriptive consiste en quoi? En deux mots. Elle consiste à résumer en peu de mots et peu de paramètres. Les paramètres, c'est par exemple une moyenne, une variance, un mode, un maximum, un minimum. Donc on distingue les paramètres de position qui donnent un ordre de grandeur, mode, moyenne, médiane, minimum, maximum, des paramètres de dispersion qui permettent de rendre compte de la dispersion des valeurs autour de l'ordre de grandeur. Variance, écart type, espace interquartile, etc., etc. Mais ces valeurs sont généralement mises dans un tableau où on va mettre en ligne la variable, par exemple hauteur, et en colonne les caractéristiques de cette variable, comme par exemple moyenne ponctuelle, hein, celle qui est mesurée. Hein. C'est-à-dire que là, vous faites somme des xi sur n, hein, c'est tout. Le nombre de valeurs, il y a 51 valeurs. L'écart type, la variance, vous pouvez mettre aussi bien les quartiles, Q1, Q2, Q3, pour faire un box plot, puisqu'on a parlé du box plot. Si vous avez des difficultés, vous aurez bientôt le site web, vous aurez toutes les possibilités de voir ça sur ma chaîne YouTube, et revoir ça aussi sur une autre chaîne YouTube, il n'y a pas que la mienne, hein, ou sur n'importe quel cours qui traîne, hein, sous vos yeux, y compris des livres à bibliothèque, c'est très bien ça, c'est gratuit. Et vous faites également des mesures qui ne servent plus à grand chose maintenant quand on fait des graphes, mais ce qu'on appelle le kurtosis, enfin je parlais français, le facteur d'aplatissement et le facteur d'asymétrie, avec un seul mot. C'est-à-dire vous essayez de voir combien, comment caractériser si c'est plutôt asymétrique, là vous voyez que vous avez une courbe symétrique, et si c'est aplati, ou au contraire, bien différencié, c'est-à-dire qu'on a effectivement quelque chose qui révèle d'une vraie loi, quoi. Donc du coup, l'aplatissement, pardon, excusez-moi, c'est le fait de se retrouver tassé. Je suis désolé, j'ai fait une faute de raisonnement. Et donc, ces paramètres sont... Alors, la variance, c'est un moment centré d'ordre 2. Le kurtosis et le facteur d'aplatissement sont les moments d'ordre 3 et d'ordre 4. Je m'arrête là. Et ça nous renseigne, rien qu'avec des valeurs numériques, à savoir si j'ai plutôt une distribution tendance normale ou pas. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est des graphes. Histogramme, paille, tout ce que vous voulez. Donc là, ici, paille, pour voir la fréquence de répartition des peupliers dans chacune des différentes parcelles, etc. Là, histo ou boxplot, les deux marchent. Hein. Mais en boxplot, on perd de l'information, hein, puisqu'on n'a plus que quelques paramètres qui la distinguent. Là, avec ce qu'on a, est-ce que ça vaut le coup de la garder? Je ne sais pas. Là aussi, on aura de quoi faire une belle, un bon camembert, et là aussi. Très bien, descriptive. On résume la situation, on résume la distribution en peu de mots et peu de graphes pour avoir quelque chose de bien. Rappelez-vous que, si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis, le flux Internet, c'est quelques minutes qu'on peut stocker sur l'ensemble des ordinateurs de la planète et des disques durs. Et il nous faudrait plusieurs années pour analyser ce flux Internet. Donc il faut bien des métafichiers, des métadonnées qui vont résumer
chacune des distributions ou des tendances que l'on voit. Donc on ne va pas résumer, on ne va pas garder les données, à un moment donné, on va garder juste leurs caractéristiques. Bon, il y a des données plus ou moins sensibles où on garde effectivement tout, mais on ne peut pas le faire partout. Pour du texte, ça va, mais pour des choses trop compliquées, on ne pourra pas. Bien. Et qu'est-ce qu'on fait comme deuxième type d'analyse, alors, en statistique? Descriptive. Inférentielle. C'est-à-dire que à partir de l'échantillon, inférence, on va inférer sur une tendance dans la population. On va essayer de généraliser ce qu'on observe dans un échantillon grâce à des tests d'hypothèse, par exemple, pour voir si on ne peut pas aller vers une vérité générale qui s'appliquerait à la population. Voilà, je ne peux pas dire plus simple, hein. C'est ça l'inférence. Donc du coup, on va faire des tests statistiques, on va faire des encadrements par intervalle de confiance, et puis on peut faire aussi des modélisations comme la régression linéaire ou l'ANOVA. Sans aller chercher les lois de distribution, je voudrais terminer là-dessus, parce qu'il faut bien arrêter. Il y a tellement de choses à dire. C'est quel est le but de ce fichier avec les variables qui sont là? C'est bien de faire parler les données. Quelles données? Qu'est-ce qu'on veut avoir comme tendance? En gros, vous savez qu'il existe deux types de variables. Les variables dépendantes, dites à expliquer, et les variables indépendantes, dites explicatives. Pourriez-vous me donner une variable dépendante, donc à expliquer? L'état. Va bien. Qui pourrait s'expliquer par quoi? La parcelle. C'est pas idiot. Est-ce que certaines parcelles nous permettent d'éviter certaines maladies et donc d'avoir des arbres en meilleure santé? À condition qu'il y ait la même répartition entre bouleaux, pins, peupliers, sapins, etc. dans chacune des parcelles. Sinon, c'est du parti pris. C'est un biais. Vous savez ce que c'est qu'un biais? Voilà. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait invoquer d'autre pour s'intéresser à l'état? Pour expliquer l'état. Oui, tu dis? J'ai entendu. L'essence. Peut-être qu'il y a des arbres qui sont plus fragiles que d'autres, intrinsèquement. Surtout dans le climat dans lequel on vit. Alors ne passez pas à côté de quelque chose, on ne fait rien gratuit. Ce qui nous intéresse, c'est l'exploitabilité, puisqu'on fait de la sylviculture de nos arbres. C'est bien l'état, des gentils bisounours, hein, mais les économistes, ils auraient tout de suite regardé ça, en disant quelle est la valeur de mon arbre et qu'est-ce qui peut expliquer sa valeur. Je vous écoute. Quelle est la valeur de mon arbre? Et comment relier cette information valeur, qui serait donc la variable dépendante, VD, il faut que je l'écrive parce que sinon ils vont dire qu'ils n'ont jamais vu ça. VD, par quel VI? Donc VD à expliquer et VI explicative. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on ait un état, une valeur pardon, ou une autre? L'état de l'arbre, sa hauteur, sa circonférence et éventuellement aussi son essence, tout en fait. Tout. Voire même sa position dans la parcelle. Ça va jusque-là, même si ce n'est pas mis. Donc on a vu que ce fichier peut nous permettre de faire des règles d'inférence en faisant des modélisations. Qu'est-ce que serait le modèle? Attention, il va y avoir des mots de vocabulaire, et là je m'arrête parce que j'en peux plus. Je ne pensais pas que vous ayez autant de lacunes, excusez-moi, c'est pas méchant, mais il vous manque du bon sens, hein, d'accord? Qu'est-ce qui pourrait être mis en branle, en exergue, en place, comme modélisation, pour expliquer l'état, la valeur en fonction de l'origine de l'arbre, c'est-à-dire sa parcelle. Soit vous l'avez vu, soit vous ne l'avez pas vu. Mais non. ANOVA, Analyse of Variance.
je regarde si les différences observées sur les moyennes peuvent s'expliquer par les groupes d'origine différentes. Un facteur. Maintenant, je voudrais expliquer cette valeur avec comme variable indépendante, parcelle, essence. VD, VI, deuxième VI. ANOVA a deux facteurs. Dans R, c'est clic, 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 5 secondes, vous avez le résultat, vous devez interpréter. Et vous avez tous les tests post-hoc. Et on expliquera pourquoi la ANOVA a été inventée par rapport au test T. La variance est bien là, et ça demande d'extrapoler cette variable à une variable quantitative, continue, qui de plus suit une loi normale. Alors allons sur des choses beaucoup plus raisonnables. On pourrait expliquer la hauteur de l'arbre par sa parcelle, la parcelle où il est, et l'essence, d'accord? Donc on verrait qu'effectivement des arbres sont un peu plus grands que d'autres parce qu'ils ont une certaine essence. Là c'est une vraie ANOVA à deux facteurs. Ça suit une loi normale, c'est très important. Ce serait la variable aléatoire. Donc vous voyez qu'il y a plein de VD possibles hein, en fonction des études. Je vous dis pas le nombre d'études qu'on peut faire sur ce petit fichier. Ok, c'est énorme. Et dernière chose, est-ce que je peux faire une étude de la hauteur vis-à-vis de la circonférence? C'est pas très réalisable. Admettons qu'on force un peu la chose, comment on ferait? Qu'est-ce que ça serait comme genre de test? Corrélation. J'arrête de te noter. Hein. Mais bon, vous voyez, il y a eu plein de bouches muettes, plein d'étudiants comme ça sur des choses élémentaires. C'est le B à bas avant de faire une base de données et d'étudier les choses et d'interroger une intelligence artificielle. Si vous ne savez pas ça, à quoi vous servez, mes enfants? Vous n'avez aucune jugeote. Bon, alors vous voyez que ce fichier est petit, il nous a permis de voir plein de choses. Il nous a permis de voir que finalement, on ne se jette pas la tête la première sur une étude et qu'il y a plein de choses sous-jacentes à faire avec ce petit fichier. Il y a des graphes, il y a des études, il y a des tableaux, il y a des tests, il y a des modélisations. On peut même faire du machine learning avec ça, à condition de deux choses, qu'on soit sûr de la qualité et de l'origine des données. Est-ce qu'on est sûr de la qualité et de l'origine des données? Non. Qu'est-ce que vous faites de ce fichier si vous êtes data scientist? Poubelle, comme tu l'as fait. Poubelle. Il fallait bien commencer sur une petite introduction critique, on va dire. D'accord? C'est pas parce que vous avez un fichier, c'est pas parce que vos profs de TD vous ont dit qu'on peut faire des exercices sur n'importe quoi qu'il faut croire qu'on peut faire tout sur n'importe quoi. Parce qu'effectivement, vous demandez à R d'analyser ça, il va vous l'analyser. J'adore parce qu'il y en a qui sont depuis tout à l'heure sur un téléphone comme ça me fait rire. Ça scrolle, ça scrolle, ça scrolle. Touriste. Donc du coup, vous voyez, c'est ça le plus important, c'est d'analyser que ce qui est sûr d'être analysé. Sinon, on contribue au biais général de l'analyse statistique. Et je vais vous donner quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir comme statistique. 80% des articles scientifiques, les experts hésitent entre 70 et 80, sont faux ou non reproductibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reproduire les expériences. Non pas par malhonnêteté intellectuelle, ce qui est sûrement quelques pouillèmes de pourcents, mais parce que les conditions expérimentales n'ont pas été clairement établies et parce que, eh bien, tout ne figure pas pour pouvoir reproduire de façon certaine une expérience. Par exemple, si vous mesurer un pH, ça c'est pour les santé, mais vous savez ça aussi, les BOE, avec une cellule qui a été utilisée par votre collègue avant pour mesurer un liquide visqueux, vous êtes mal barré. Hein. Vous n'avez plus qu'à nettoyer la cellule et tout, etc. Si vous mesurez, donc votre pH, vous ne l'aurez pas. Vous pensez que vous êtes à ce pH-là, mais vous ne l'avez pas. Et si vous regardez dans des études, dans les publications, il nous manque plein de paramètres thermodynamiques pour pouvoir être sûr qu'un phénomène puisse s'expliquer par d'autres paramètres. Et si vous avez un pH-mètre qui fonctionne parce que votre voisin ou parce que ça se partage un pH-mètre, ça coûte tellement cher dans la bourre, oh là là, ça vaut rien mais c'est pas grave. Ça se partage, donc il y a les petits jeunes qui viennent, il y a les plus expérimentés, il y en a qui planquent leur pH-mètre, mais tout ça c'est pas raisonnable parce que
Il faut que ça soit calibré régulièrement, nettoyé régulièrement. Donc vous faites la meilleure des manips, vous donnez tout votre cœur, vous y allez doucement avec votre enzyme. Le temps que vous alliez au spectro, votre enzyme s'est dégradée. Vous faites la mesure, vous avez qu'une parcelle d'information. Vous y allez avec un bloc de glace, c'est déjà mieux. Parce que l'enzyme, il est sensible à la thermodynamique. Mais si vous dites que vous avez le temps de faire une manip, il faut ralentir la manip, faire en sorte que l'enzyme soit diluée. Il y a plein de précautions qu'il faut prendre pour pouvoir passer de la relation de cause à effet. Sinon, on voit des choses. Et je pourrais vous citer, vous faire des graphes très jolis. Je vous dis, qu'est-ce que vous voyez? Et en fait, je vous dis, ben, regardez, la suite du graphe, c'est ça. Et donc, il faut toujours être méfiant. Donc, ce petit fichier qui était affiché il y a encore quelques instants sur l'écran nous a permis de dire plein de choses, vous voyez. Il y a un ordre pour observer ces choses-là. Il y a du bon sens pour pouvoir voir le potentiel de son contenu. Et il y a surtout, eh bien, des informations et un minimum de conditions à tenir pour pouvoir analyser ça. Donc, quand on a 51 fichiers et 51 individus, plusieurs groupes, on voit qu'on ne peut pas appliquer ce qu'on appelle le théorème central limite. Puisqu'on va avoir 2-3 individus par groupe, 2-3 peupliers, 2-3 bouleaux, 2-3 parcelles, voilà. Donc ça fait des sous-groupes en quantité impressionnante, et donc on n'a pas la règle du minimum de 30 par groupe. C'est pas 30 au total, c'est 30 par groupe. Donc un fichier analysable, je vous donne une règle, c'est à peu près 5, moi je dis plutôt 10 fois le nombre de variables en individus. Vous avez 5 variables, il vous faut au moins 50 individus. D'accord? Et c'est vraiment, vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire des tests paramétriques. Donc méfiez-vous à la quantité minimale. Je dis, moi perso, que pour être tranquille, il faut au moins avoir une bonne cinquantaine d'individus par variable, c'est mon expérience, ce qui fait que des fichiers qui font moins de 250 lignes et qui font plusieurs colonnes, vous ne les regardez même pas. Vous les laissez passer. Ou alors vous analysez une seule colonne en fonction d'une autre, mais le reste, c'est de l'information perdue. Là encore, il y a un chiffre qui circule, à peu près seulement 25 à 30% de l'information qu'on stocke sur nos disques durs, dans le monde entier, est analysée. Le reste part à la poubelle, c'est dommage. Bon, je sais que les IA, elles ont énormément de données. Toujours les mêmes données. Donc, vous dites merci à l'IA de vous avoir fait ça. Ben, elle se dit, ah génial, j'ai raison, donc je vais pouvoir reproposer la même chose à un autre. Puis vous diffusez l'erreur. Et puis maintenant, vous ne savez plus si les données sont issues des IA, ou des humains, ou des machines. Et bientôt, c'est l'ère des robots. D'où l'intérêt de savoir analyser des fichiers. Est-ce que ce fichier pourrait être qualifié de base de données? Qui serait pour? C'est bien dommage parce que c'est déjà une base de données. Il n'y a pas de limite de taille à une base de données. C'est une mauvaise base de données, mais c'est une base de données. D'accord? C'est une collection organisée d'informations, non toutes du même type, en vue d'être traitées par un logiciel extérieur ou par une analyse. Est-ce que je pourrais faire du machine learning avec ça? Quel type de machine learning? Je ne vous demande pas un terme technique. Quelle chose je pourrais voir? Donc là, on pourrait se renseigner en statistique sur un modèle qui pourrait expliquer la valeur en fonction de certaines variables. On a parlé de parcelles, on a parlé de hauteur, on a parlé de santé éventuellement aussi, et on a parlé d'essence. Bon, c'est un modèle. On veut comprendre. C'est le but de l'analyse statistique. Machine learning, on veut, je l'ai dit tout à l'heure, faire des prévisions. On veut prédire à tout prix, quel que soit le coût. Donc, ça ne va pas être performant comme l'analyse statistique. On va avoir besoin d'énormément de données. On va faire de l'apprentissage. Et à force, on va saturer la machine pour qu'elle puisse comprendre un fait ce qu'elle va essayer d'analyser grâce à l'algorithme. Donc oui, on pourrait faire aussi des prévisions si on avait une quantité énorme de données. De quoi, par exemple? L'état, en fonction de quoi? Tout le reste.
tout le reste. C'est-à-dire qu'on donne un fichier, il pourrait nous dire que dans cette parcelle, laissez tomber, arrachez tous les arbres. Voilà le genre de choses qu'il pourrait nous dire. Prévision. Laissez. Voilà, il pourrait nous donner des grandes vérités générales. Ou alors il pourrait nous donner des prévisions sur la valeur de l'arbre en fonction des... on a fait plusieurs mesures à différentes dates, avec différentes conditions, et tout, etc. Donc il pourrait nous dire, voilà, moi j'ai un modèle pour te dire si le prochain arbre que le prochain jeu de données que tu vas me donner, il est bien barré pour que tu gagnes de l'argent ou pas, avec ces arbres ou pas. Prévision. Juste comme ça, on pourrait faire d'autres choses. On pourrait prédire aussi la valeur, la limite de hauteur des arbres en règle générale, avec notre sylviculture à nous. Ça marche? Vous avez vu le tableau? C'est quand même mieux qu'un cours, ça, non? De travailler sur un fichier et puis de réfléchir. Vous avez révisé tout, pratiquement toutes les stats, en quelques lignes et colonnes. On arrête là. Donc là, il est 15h30, on va faire une pause, on l'a bien mérité. On va dire ciao à l'enregistrement. On a été content si ça marche, hein. De toute façon il y a l'audio. Et après cette pause, on fait un jeu. Ça vous va? Oui. Allez, on se fait une pause parce qu'on en a besoin. Hein. Si on corrige le jeu, est-ce qu'on n'a pas à faire le jeu? Pas obligé, pas obligé. Tu veux le corriger? Ouais, je veux bien. Ouais, d'accord, ça marche. Tu serais pas anglaise, toi? Non, non, non. T'as un petit accent, non? Non, non. Non, je croyais, c'est pour ça. Vous avez au moins 12-13 minutes de pause, les enfants, parce que vous avez un jeu après. Il faut que vous soyez en forme. Je vous laisse un quart d'heure. Après le jeu. Donc le plus tôt possible. Ok.